L'impasse constitutionnelle et idéologique pour la dernière année 1850-1851 qui nous montre donc la République conservatrice et réactionnaire. Voilà pour cette dernière partie de cette leçon. Et on va commencer donc par la tentative réactionnaire de l'Assemblée législative, justement. Le conflit entre l'Assemblée et le président, d'abord larvé, devient ouvert au fil du temps. Le Parti de l'Ordre pense être en mesure d'imposer un régime conservateur en menant une politique cléricale et réactionnaire. En juillet 1849, la loi sur la presse accroît le cautionnement, rétablit le droit de timbre et interdit les articles non signés. Les conservateurs veulent redonner au clergé une place prépondérante dans l'éducation. Thiers voit dans les instituteurs des rouges. Une première loi, dite loi de Parieux, sur l'éducation, adoptée le 11 janvier 1850, soumet les instituteurs à la tutelle des préfets, ce qui entraîne la révocation de nombreux instituteurs. La loi Fallou, du 15 mars 1850, sur l'enseignement secondaire, efface un demi-siècle de laïcisation. La liberté totale de l'enseignement permet de satisfaire les catholiques libéraux. Les conservateurs connaissent une déroute électorale aux élections complémentaires du printemps 1850, comme par exemple la victoire d'Eugène Sue à Paris, et cherchent donc à limiter le suffrage universel garanti par la Constitution. Ils réservent alors ce droit à ceux qui sont inscrits dans leur commune depuis plus de 3 ans, c'est-à-dire avec une condition de résidence, et à ceux qui payent la taxe personnelle, c'est-à-dire une condition d'aisance, afin de permettre d'empêcher les ouvriers, les migrants, les pauvres et les militants de gauche de pouvoir voter, ce qui réduit 30% le corps électoral. De l'autre côté, on a aussi les tentations de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon laisse faire, donnant l'impression d'avoir renoncé à diriger. Il désapprouve la dérive conservatrice et antidémocratique et constate que la crise économique entretient un profond malaise social que le Parti de l'Ordre est incapable de juguler. Il ne peut être réélu si la Constitution n'est pas modifiée et l'Assemblée pense plutôt à une restauration monarchique. Mais Louis-Napoléon Bonaparte prépare au contraire son maintien au pouvoir. En octobre 1849, il écarte du gouvernement les membres du Parti de l'Ordre au profit de ses fidèles. C'est ce qu'on va appeler le gouvernement des commis, dirigé par le général d'Aupoule. Il attire à lui 150 députés en formant ce qu'on appelle le Parti de l'Élysée. Il favorise une presse napoléonienne qui s'attaque à l'Assemblée. Il s'attire les sympathies de l'armée. Il se démarque du Parti de l'Ordre en montant un penchant plus social. Le mécontentement profite aux démoxoques qui multiplient les clubs, les cercles, voire les sociétés secrètes, notamment dans le Midi méditerranéen. La découverte d'un prétendu complot de Lyon donne lieu à un procès retentissant en août 1851. L'arrestation des chefs montagnards de la Nièvre et du Cher provoque un soulèvement paysan au mois d'octobre. Le journaliste Romieux, proche du président, publie une brochure intitulée « Le spectre rouge », prédisant la victoire des montagnards en 1852 si l'on ne fait pas appel à un sauveur, rôle qu'entend jouer le président Louis-Napoléon Bonaparte. Le 3 janvier 1851, le président Bonaparte renvoie le général monarchiste Changarnier, commandant en chef de l'armée de Paris, ouvrant une crise politique et un bras de fer avec le Parti de l'Ordre. Pour affaiblir les conservateurs, le président demande à l'Assemblée de se prononcer sur le principe d'une révision constitutionnelle lui permettant de se représenter à l'élection présidentielle de 1852. Il organise des tournées en province et les 2/3 des conseillers généraux se prononcent en faveur de la révision constitutionnelle. Les légitimistes se rapprochent de lui par crainte d'une révolution sociale. Les orléanistes ont peur d'une dictature bonapartiste et se rapprochent de la gauche parlementaire. Il constitue alors une majorité parlementaire qui vote la défiance contre le gouvernement des commis en janvier 1851. Louis-Napoléon Bonaparte fait alors entrer quelques orléanistes dans le nouveau gouvernement et plusieurs chefs orléanistes, comme le duc de Broglie, signent la pétition en faveur de la révision constitutionnelle. Il pense ainsi éviter un coup d'État, et les légitimistes pensent que cela permettra le retour du comte de Chambord. Le 19 juillet, elle fait l'objet d'un vote. 446 voix contre 278 semble une belle majorité, mais elle n'atteint pas les 3/4 nécessaires à la révision constitutionnelle. Le coup d'État apparaît alors comme le seul moyen de se maintenir au pouvoir pour Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est la dernière sous-partie sur le coup d'État du 2 décembre 1851. Le président a tenu à attendre que tous les moyens constitutionnels de se maintenir au pouvoir soient épuisés. Son plan est pourtant prêt depuis l'été 1851. Louis-Napoléon Bonaparte s'est entouré d'une garde rapprochée, fidèle. Son demi-frère, le duc de Morny, à l'intérieur. Le général de Saint-Arnaud, à la guerre. Magnan, à la préfecture de police de Paris,
et Persigny, son éminence grise, en tant que conseiller. Le plan prend le nom de Code Rubicon. Il choisit la date anniversaire du sacre de Napoléon Ier en 1804 et de la victoire d'Austerlitz en 1805, soit le 2 décembre. Les troupes de Saint-Arnaud occupent les points stratégiques de la capitale. 25 000 soldats sont répartis des Champs-Élysées aux Tuileries. Le plan voit l'arrestation des dirigeants du Parti de l'Ordre, Adolphe Thiers, Cavaignac, Changarnier, la dissolution de l'Assemblée, le rétablissement du suffrage universel, l'impossibilité des tambours de la garde nationale de donner l'alerte et un grand bal à l'Élysée la veille pour détourner l'attention. 2 affiches contenant 2 décrets sont placardées dans la ville annonçant l'instauration de l'état de siège, la dissolution de l'Assemblée, l'organisation de nouvelles élections au suffrage universel et la préparation d'une nouvelle constitution. Le président Bonaparte va apparaître comme le restaurateur de la démocratie. Malgré une historiographie qui lui consacre beaucoup, la résistance semble faible et le nouveau régime s'installe sans trop de difficultés. 1/3 de députés, orléanistes libéraux, comme Rémusat, et républicains modérés, comme Pascal Duprat, votent la déchéance du président de la République et tentent de soulever le peuple qui ne suit pas. Ils sont arrêtés, puis libérés au bout de 2 jours. Le 4 décembre, 2 quartiers populaires, Saint-Denis et Saint-Martin, se soulèvent à l'initiative de quelques élus républicains, comme Victor Hugo ou Victor Schœlcher. Mais ils sont rapidement réprimés par Magnan, notamment la fusillade des boulevards. En province, des troubles éclatent dans le sud-ouest, le sud-est et le centre. Morny, ministre de l'Intérieur, déclare l'état de siège dans 32 départements et pourchasse les républicains. On compte 215 morts, 26 000 personnes sont arrêtées, dont 8 530 sont envoyés en Algérie, et les 250 chefs présumés sont envoyés au bagne de Cayenne. Le parti républicain est anéanti et ses chefs, tels Schœlcher, Quinet ou Raspail, sont en exil. Le coup d'État est donc une réussite, car rapide, et le président détient tous les leviers du pouvoir sans combattre. Cependant, la fusillade sur les grands boulevards et la répression contre les républicains lui font perdre la bataille de l'histoire. En conclusion, les espérances démocratiques et sociales nées de la Révolution de 1848 se sont très rapidement muées en désillusion pour le peuple parisien. Dès juin 1848, la République sociale est enterrée au profit d'une orientation conservatrice qui ne fait que s'accentuer. La peur sociale ressentie par la France provinciale et rurale face au projet politique des révolutionnaires l'amène à choisir un quasi-inconnu, Louis-Napoléon Bonaparte, pour être le premier président de la République élu au suffrage universel, et à voter pour le Parti de l'Ordre qui met en œuvre la réaction politique et cléricale. 50 ans après son oncle, Louis-Napoléon Bonaparte est appelé comme le sauveur de la République, avant de la renverser et de rétablir l'Empire. Mais les expériences démocratiques nées de 1848 ont marqué définitivement la vie politique française et Napoléon III va devoir en tenir compte.